Merci de choisir DBS pour vous informer. Place à l'actualité sur le continent africain. Au Mali, les pourparlers entre la junte à la tête du pays et la délégation de la CEDEAO visant à résoudre la situation politique se sont achevés sans accord. Principal point d'achoppement, la durée de la transition. La junte aurait proposé dans un premier temps qu'une transition dirigée par un militaire soit mise en place pour une période de 3 ans dans l'optique de revoir les fondements de l'État malien avec un gouvernement composé en majorité de militaires. Selon certaines sources, après des négociations intenses, elle aurait proposé 2 ans de transition lundi. De son côté, la médiation ouest-africaine souhaite entre 7 et 12 mois. Après 3 jours de pourparlers, les 2 parties se sont séparées sans parvenir à un accord sur les conditions d'un transfert du pouvoir aux civils. Le porte-parole de la junte, le colonel Ismaël Ouagé, a finalement déclaré à la fin des pourparlers que rien n'a été décidé avec les médiateurs de la CEDEAO, précisant que la décision finale concernant un éventuel gouvernement de transition serait prise par les Maliens. Toute décision relative à la taille de la transition, au président de transition, à la formation du gouvernement, se fera entre Maliens, avec les partis politiques, les groupes sociopolitiques, les syndicats, les groupes signataires, la société civile, conformément à notre première déclaration. Je tiens à rassurer les uns et les autres qu'aucune décision ne sera prise par rapport à la transition sans cette consultation massive. La délégation de la CEDEAO conduite par l'ex-président du Nigeria, Goodluck Jonathan, au Mali depuis samedi, va faire un rapport au chef d'État de l'organisation ouest-africaine qui ont annoncé une nouvelle réunion extraordinaire ce mercredi 26 août. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a déposé lundi 24 août son dossier de candidature pour un 3e mandat à la commission électorale indépendante à Abidjan. À sa sortie de la CEI, il a appelé à la paix, disant compter sur l'ensemble de ses concitoyens pour que cette élection soit apaisée afin que les Ivoiriens puissent faire leur choix en toute tranquillité dans la paix, sans violence. Élu en 2010 puis réélu en 2015, l'annonce le 6 août qu'Alassane Ouattara, 78 ans, briguerait un 3e mandat avait provoqué des manifestations qui ont dégénéré en violence dans plusieurs parties du pays. Avec à la clé 6 morts, une centaine de blessés et 1500 déplacés. Ce week-end, de nouvelles violences interethniques dans le sillage de son investiture par son parti ont fait au moins 2 morts à Divo, au nord-ouest de la capitale économique ivoirienne. La Constitution révisée en 2016 limite à 2 les mandats présidentiels. Les partisans d'Alassane Ouattara affirment que la révision a remis le compteur des mandats à 0. Ses adversaires jugent anticonstitutionnelle une 3e candidature. La crainte de violence encore plus meurtrière à l'approche du scrutin du 31 octobre est forte dans le pays, 10 ans après la crise née de la présidentielle de 2010 qui avait fait 3000 morts et vu Alassane Ouattara accéder au pouvoir. En République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, directeur du cabinet du président Félix Tshisekedi, a été transféré de la prison de Makala pour des raisons sanitaires. Selon les informations relayées par les cadres de son parti, l'état de santé de Kamerhe s'était dégradé ces derniers jours. Il souffrirait d'une forme grave d'hypertension artérielle. Celle-ci vient s'ajouter à une maladie respiratoire chronique d'après certaines sources proches des soignants. Ses proches qui tiennent secret le centre hospitalier où il est interné ont par ailleurs indiqué que son état est stable mais nécessite un suivi médical approprié permanent. Nommé directeur du cabinet du chef de l'État en janvier 2019, Vital Kamerhe a été arrêté le 8 avril dernier et condamné à 20 ans de prison avec l'entrepreneur libanais Jamassami pour le détournement d'environ 50 millions de dollars. Il a fait appel contre cette décision rendue en première instance. Le procès est prévu le 18 septembre après plusieurs reports pour les raisons de procédure. Au Burundi, le chef de l'État Evariste Ndayishimiye vient de se lancer dans la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Dans le cadre de cette vaste campagne, il a appelé les membres de son gouvernement ainsi que les mandataires publics à déclarer leur patrimoine à partir de cette semaine, expliquant que ces derniers seront confiés aux juges afin de démontrer à la fin de leur mandat qu'ils n'ont rien volé. Le président burundais a rappelé aux autorités
que la disposition ignorée par certaines est envisagée par la loi dans le programme de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Achevant une croisade organisée en mémoire de son prédécesseur, feu Pierre Nkurunziza, dimanche, il a exhorté ses collaborateurs à plus de transparence en vue de lutter contre la corruption et le détournement des deniers publics. En 2019, l'ONG de lutte contre la corruption Transparency International a classé le Burundi parmi les 10 premiers pays les plus corrompus au monde. Le président Evariste Ndayishimiye veut certainement faire bouger les lignes, renverser cette tendance. En Mauritanie, après une semaine d'interrogatoire, l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz, soupçonné de mauvaise gestion et de détournement, a retrouvé la liberté sans être inculpé mais avec l'interdiction de quitter Nouakchott. Arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État militaire en 2008, Mohamed Ould Abdelaziz a dirigé le pays jusqu'en 2019, remportant au passage 2 élections présidentielles en 2009 et 2014. En janvier 2020, une commission parlementaire a été chargée par le nouveau régime de faire la lumière sur plusieurs dossiers au cours de ces années de présidence. Son rapport transmis début août à la justice renferme les conclusions relatives à la gestion des revenus pétroliers, la vente de domaines de l'État à Nouakchott, la liquidation d'une société publique qui assurait l'approvisionnement en denrées alimentaires, entre autres. En Algérie, la date du référendum sur le projet de révision de la Constitution est connue. Le 1er novembre 2020, les Algériens se prononceront sur cet amendement de leur Constitution, censé répondre au puissant mouvement de protestation qui réclame un profond changement de système politique. Lors de son investiture en décembre, au lendemain d'une élection marquée par une abstention record, le président Tebboune s'était engagé à réviser la loi fondamentale de l'Algérie, modifiée à plusieurs reprises depuis l'indépendance. Cette initiative avait pour objectif de tendre la main au Irak, le soulèvement populaire inédit qui a entraîné la démission de son prédécesseur en avril 2019, afin de bâtir une Algérie nouvelle. Une note triste avant de refermer cette édition, l'ex-président congolais Pascal Lissouba, qui a dirigé le pays de 1992 à 1997, s'est éteint lundi à Perpignan, en France, à l'âge de 88 ans. L'ancien président détrôné à la suite d'une guerre civile souffrait de la maladie d'Alzheimer. La nouvelle de son décès a été confirmée par son fils. Ingénieur agronome, Pascal Lissouba a occupé les fonctions de ministre de l'Agriculture sous le premier président du Congo indépendant Fulbert Youlou, avant de devenir premier ministre d'Alphonse Massamba Deba en 1965-1966. Il est le premier président élu après l'avènement de la démocratie. Peuple plus docile, il respecte les institutions. Il n'attend qu'une chose, c'est qu'on se mette à son service et non pas qu'on se serve de lui. En l'espace de 5 mois, le Congo-Brazzaville perd 2 vétérans de la scène politique. Sa mort intervient après celle de Joachim Yongo Opango, qui a dirigé le Congo entre 1977 et 1979. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique.